Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Nous allons patienter encore 2-3 minutes le temps de laisser aux participants le temps de se connecter. Alors, encore 2-3 minutes et nous allons démarrer. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Catherine Lima, chef de projet au sein du département Management des risques professionnels d'Aiming. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir à ce webinaire qui va traiter de la motivation au travail. La question clé étant comment, à partir d'une approche individuelle, on peut créer une dynamique collective. Alors, cela va être l'occasion pour nos experts de vous faire découvrir les pistes d'action sur lesquelles vous vous appuyez pour donner de l'élan à la motivation de vos collaborateurs. Alors aujourd'hui, pour vous parler de cette thématique, nous accueillons 2 experts, Ariel Obadia, qui est manager conseil au sein du département qualité de vie au travail et qui sera accompagné de Jean-Marc Perrin, lui-même consultant expert en QVT. Donc ce webinaire va durer 1 heure au total, dont 45 minutes de présentation, et nous profiterons des 15 minutes restantes en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Donc ce webinaire se veut interactif. Je vous invite tout au long de l'animation à poser vos questions par écrit. Vous avez pour ce faire, à cet effet, un bloc questions qui se situe sur la droite de votre écran. Donc, utilisez cette fonctionnalité pour soumettre toutes vos questions à nos experts. Et comme je vous le précisais à la toute fin du webinaire, nous garderons un petit peu de temps pour répondre à un maximum de questions. Donc, si les questions sont trop nombreuses, ne vous inquiétez pas, elles sont historisées. Donc, nos experts pourront revenir vers vous par mail. Donc, c'en est fini pour cette rapide introduction. Je vais laisser maintenant la parole à nos experts. Donc, Ariel, Jean-Marc, c'est à vous. Merci Catherine. Bonjour à tous, bienvenue. Ravie de faire ce webinaire en votre compagnie ce matin. Donc, on va vous proposer effectivement à peu près 3/4 d'heure, comme disait Catherine, sur la motivation. Alors, on attend que ça commence. Voilà. Merci Jean-Marc. Alors, le programme, rapidement, je vais vous introduire en fait pourquoi nous avons décidé de faire ce webinaire ce matin. La deuxième chose, je vous propose qu'avec Jean-Marc, nous présentions quelques modèles clés sur la motivation. On va vous en présenter 4. Et puis après, on va plutôt travailler sur les leviers clés de la motivation qui peuvent être utiles dans votre quotidien.
Et enfin, on finira par vous présenter comment, d'une façon très concrète, agir sur la satisfaction motivationnelle. Alors, en introduction, alors la motivation existe depuis, enfin pas la motivation, mais le travail sur la motivation, les chercheurs qui travaillent sur la motivation, ils travaillent depuis à peu près la deuxième partie du XXe siècle. Et pourquoi on a souhaité faire ce webinaire aujourd'hui? Parce qu'on a senti qu'il y avait un certain nombre de désengagements auprès des salariés auprès des entreprises. Alors, la première raison que nous avons tous vécue, c'est l'isolement au télétravail subi et la perte des liens sociaux. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est effectivement cet épuisement professionnel, pas lié forcément à une charge de travail importante, mais plutôt une charge mentale et une fatigue en fait des différents événements qui ont ponctué l'année. L'installation de l'incertitude dans la durée et surtout le sentiment que des facteurs extérieurs nous ont obligés à vivre des choses sur lesquelles nous n'avions absolument pas de prise. Et cette incertitude qui a continué sur qu'est-ce qui va se passer et comment on peut agir ou pas agir avec nos moyens personnels. Ce sentiment d'appartenance, il a été mis à mal avec l'affaissement particulier du lien social et se dire est-ce qu'aujourd'hui je me sens appartenir à mon entreprise, à mon organisation, à ma collectivité ou au contraire aujourd'hui je m'en détache. Et puis enfin pour terminer, une interrogation un peu plus prégnante aujourd'hui sur le sens de sa vie et de ses priorités. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui pour moi? Alors, pour étayer en fait mon discours rapide, je voulais vous donner quelques chiffres qui nous ont semblé étonnants et intéressants à partager. Alors, dans le cadre du baromètre des mines, pour rappel, nous faisons un baromètre sur l'absentéisme et l'engagement depuis plus de 11 ans. Et donc, le dernier baromètre a fait émerger en fait un chiffre assez important qui est 45% des personnes qui ont été interrogées souhaitent changer de poste ou d'entreprise. La deuxième chose que l'on a pu voir, c'est qu'il y a un vrai problème aujourd'hui d'attractivité au sein des entreprises, des collectivités ou tout type d'organisation et qu'il est aujourd'hui de plus en plus difficile de recruter dans des métiers où les conditions de travail sont compliquées à vivre, mais aussi des métiers où le sens n'est pas extrêmement clair. Aux États-Unis, on a appelé quelque chose qui est arrivé en termes de phénomène en 2021 qui s'appelle la grande démission. C'est-à-dire qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui ont démissionné, qui ont choisi de quitter le marché du travail classique. Alors, pour ce qui s'agit de la France maintenant, les chiffres qui nous semblent importants, c'est qu'au mois de juillet 2021, par rapport au mois de juillet 2019, il y a plus de 19% en plus de personnes qui ont décidé de démissionner. Et on avait vu que ce phénomène commençait à exister dès le mois de juin 2021, où il y avait déjà ce décalage et une augmentation importante de personnes qui décident de démissionner alors qu'elles sont en CDI. Voilà quelques chiffres qui éclairent en fait notre propos et pourquoi nous avons souhaité vous parler de motivation aujourd'hui. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est quand on parle de motivation, de quoi on parle? Alors, on vous propose en fait deux définitions, qui est la définition de Larousse et la définition de Robert. Revenons aux fondamentaux, les dictionnaires ont encore une importance aujourd'hui. Alors, la première chose dans Larousse, c'est de se dire que ce qu'ils disent eux de la motivation, c'est ce qui pousse quelqu'un dans l'action au niveau par rapport à son intérêt et ses raisons. Et ce qui nous apportait Robert en plus, c'est le fait qu'on a un comportement et ce comportement pousse quelqu'un à agir. Voilà, c'est ce qui nous motive, fait une action sur le comportement. Alors,
comme je vous disais tout à l'heure, depuis la deuxième partie du XXe siècle, on s'interroge au sujet de la motivation. Dès les années 80, quand on a commencé à faire un point sur tout ce qui s'était passé, on s'est aperçu qu'il y avait 140 définitions du concept de définition qui nous était proposé. Alors, on ne va pas vous proposer les 140 définitions aujourd'hui, on n'y arriverait pas en 3/4 d'heure, 1 heure. On vous propose 4 définitions qui nous ont semblé vraiment intéressantes, avec on va dire, des concepts qui peuvent éclairer ces définitions. Alors, il faut savoir que, comme vous pouvez voir, il y a une variété de concepts qui peuvent se compléter et même quelquefois se contredire. Nous avons choisi celles qui nous semblaient les plus intéressantes pour ce matin. Alors, il y a des définitions qui sont à partir des théories des besoins. Et vous connaissez très bien, j'imagine, la pyramide de Maslow. Et ce que je vous propose de vous présenter aujourd'hui, c'est celle d'Ellsberg, qui complète celle de Maslow. Il y a une deuxième type de théorie qui est sur l'autodétermination, et Jean-Marc vous la présentera tout à l'heure. Et puis, il y a une troisième type en fait, de concept qui est la théorie des processus, avec celle des attentes de Victor Vroom et la théorie de l'équité d'Adams. Alors, on va commencer par la théorie d'Ellsberg. Alors, la théorie d'Ellsberg, elle repose sur 2 facteurs. Le premier facteur qui est de se dire on ne travaille pas pour le contexte je vais reprendre, excusez-moi. La satisfaction, elle est à 2 niveaux. Il y a le contexte de travail et le contenu du travail. Si on regarde ce qui est en rouge, c'est-à-dire le mode de management, la relation interpersonnelle, le statut, la sécurité de l'emploi, la politique de l'entreprise, les conditions de travail, les salaires et les avantages, sont des facteurs de démotivation, de mécontentement, mais ne sont pas des facteurs de motivation. C'est-à-dire que quand ces facteurs sont remplis, ça ne me donne pas de la motivation, ça permet que je ne sois pas insatisfait. Ça, c'est le premier facteur qu'on appelle aussi des facteurs d'hygiène. Et puis, il y a le deuxième grand facteur qu'on appelle les moteurs, les facteurs de motivation, qui sont plutôt orientés sur le contenu de la tâche. Alors là, on est sur de l'épanouissement personnel, comme vous pouvez voir, sur l'intérêt du travail, sur le développement du personnel, sur la promotion. Alors, quand on parle de promotion, on parle d'évolution professionnelle. Hein, je ne parle pas de prime. On est sur l'autonomie, la responsabilisation, la reconnaissance et l'accomplissement. Donc là, ce sont des facteurs de motivation. Et ce que dit Ellsberg, c'est que ces 2 facteurs ne sont pas liés. C'est-à-dire qu'on peut être satisfait sur un facteur et pas satisfait sur un autre facteur. Il n'y a pas de lien direct sur ces 2 facteurs. Ça, c'est ce qui nous semble très important de vous présenter, parce que très souvent, on pense que donner du salaire, donner des primes supplémentaires va permettre une motivation, ce qui n'est pas le cas dans ce que propose Ellsberg. Alors, quel enseignement on peut tirer sur la théorie des besoins d'une façon plus générale? C'est de se dire que les besoins, les facteurs de motivation dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils sont très spécifiques à chaque individu. L'épanouissement tel que je le vois, il peut être différent de mon voisin. Que l'activité professionnelle est susceptible de satisfaire les besoins qui sont très variés. Que les satisfactions sont liées au contenu de travail et pas au contexte de travail. Je peux avoir du plaisir à rencontrer mes collègues, je peux avoir du plaisir, ou en tout cas de la satisfaction d'avoir un bon niveau de relation avec mes managers. Ça ne me donne pas la satisfaction sur le contenu de mon travail et sur mon quotidien du travail. Comme je vous le disais, la valeur accordée à différentes satisfactions est différente d'un individu à un autre et elle peut varier au cours du temps au niveau de chaque individu. Ce que j'attends de mon travail quand j'ai 30 ans, quand j'ai 40 ans, quand j'ai 50 ans et plus, forcément, j'y attends des choses différentes. Et donc, tout ce qui est important, du coup, c'est de valoriser le contenu du travail, parce que c'est ça qui permet de stimuler la motivation. Voilà la première théorie, qui est la théorie d'Ellsberg. Je vais vous présenter maintenant la deuxième théorie, c'est la théorie de Victor Vroom. Alors, Victor Vroom, lui, il s'appuie sur 3 piliers, comme vous pouvez voir.
Le premier pilier, ce qu'on appelle l'expectation. C'est suis-je capable de faire ce qu'on me demande? Est-ce que j'ai confiance en moi, sur mes capacités, sur mes compétences, sur ce qu'on me demande, sur mon objectif fixé? La deuxième chose qu'on appelle l'instrumentalité, c'est est-ce que l'effort que je fais va me permettre de gagner quelque chose? Est-ce que je vais y trouver du bénéfice? Est-ce que les récompenses qu'on va me donner, est-ce que je suis sûre que l'effort correspond à quelque chose que je vais avoir? Et puis la troisième chose, c'est est-ce que la récompense que je vais avoir, ça c'est la balance, a une valeur à mes yeux? Si je reprends l'exemple de j'ai fait un énorme effort cette année, je suis contente de ce que j'ai fait, et qu'on me donne une prime, alors que ce que je souhaite, c'est plutôt une évolution professionnelle, une évolution de mon poste, une responsabilité supérieure, et bien on tombe à côté. C'est-à-dire que la valeur que je donne à la récompense n'est pas à la hauteur de ce que je voulais moi. Et donc, ce que dit Vroom, c'est sur ces trois piliers, c'est qu'il faut à la fois regarder, est-ce que je suis capable d'atteindre l'objectif? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et ce qu'on va me donner correspond à ce que je souhaite. Alors, si on regarde en fait les enseignements de cette théorie, c'est de dire que déjà, la motivation, elle n'est pas inconsciente, mais plutôt elle est consciente et raisonnée. C'est-à-dire qu'il y a une analyse de la situation et du coût et du bénéfice de l'énergie que je vais donner à l'action. Donc, ce modèle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention aux récompenses que l'on donne. Est-ce que ça correspond à ce que l'on souhaite? Est-ce que la reconnaissance qui est donnée de l'effort fourni correspond à l'analyse de l'activité qui va être confiée à chacun? Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on réagit par rapport à tout ça? Alors, ça veut dire que si on veut effectivement faire que les personnes qui sont dans votre équipe soient motivées, hein, puisqu'on agit, on ne demande pas à quelqu'un d'être motivé, on met les conditions de la motivation. Donc, dans les conditions de la motivation, c'est proposer un gain qui a de la valeur aux yeux de l'interlocuteur, comme je l'ai dit précédemment. C'est qu'on donne les moyens d'obtenir ce gain et en plus, pour terminer, on renforce la confiance dans la personne à réussir l'objectif qu'on lui a donné. Voilà, ça, ce sont les enseignements de la théorie des attentes de Vroom. Ce que je vous propose maintenant, c'est de donner la parole à Jean-Marc qui va continuer pour vous proposer deux autres théories sur la motivation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je prends le relais sur la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. Donc, c'est une théorie qui a commencé à émerger par ces deux chercheurs dans les années 80 et qui a vraiment duré pendant au moins 25 ans où ils ont creusé cette théorie et ils se sont dit finalement, il est possible d'organiser les motivations selon un axe qui est l'axe de l'autodétermination. L'autodétermination, ça va être finalement la capacité qu'un individu a à trouver des ressources internes pour sa motivation. Et donc, ils ont comme ça classé, fait un classement en disant, voilà, si on se met plutôt à gauche, avec une autodétermination très faible, on est sur de la motivation, c'est-à-dire une personne qui n'est pas motivée pour faire quelque chose, voilà, pour faire une tâche. Je peux prendre l'exemple, par exemple, de suivre une formation. La personne va dire, je vois pas vraiment ce que je pourrais faire ou apprendre dans cette formation, je m'y engage pas, ça ne m'intéresse pas. Et si on suit comme ça ce continuum, on va après vers des motivations qui sont plutôt extrinsèques, c'est-à-dire qui sont plutôt extérieures à un individu, où là, finalement, l'objectif, c'est pas des motivations qui vont répondre à la notion de plaisir de l'individu, mais des motivations qui vont correspondre plutôt à des formes d'obligation qui va s'imposer. Par exemple, la première, c'est on attend de moi que je le fasse, donc voilà, ça peut être une motivation pour faire les choses. Ça peut être quelque chose qui est plutôt sur le champ, voilà, je me dois de le faire, je me sens une forme d'obligation de le faire parce que c'est mon sens des responsabilités qui va être ici questionné et engagé. Et après, dans des dimensions qui sont un peu plus internes et qui seront de plus en plus internes quand on va aller vers la motivation intrinsèque, on est plutôt sur des champs de, par exemple, ça va être utile que je fasse, je participe
à une réunion d'équipe, c'est pas essentiel, mais c'est utile que je sois présent, je vais avoir des informations, je vais pouvoir échanger avec mes collègues. Après, c'est la notion de sens, et on verra, cette notion de sens, elle est essentielle parce qu'elle revient après, surtout qu'on est sur le champ d'embarquer en collectif. Hein. Cette notion de sens, ça a du sens. Ça a du sens que je participe à cette réunion, ça a du sens que je contribue à développer, par exemple, une nouvelle offre de service. C'est important pour moi. Et puis, la troisième dimension, à l'extrémité, pardon, on est vraiment là sur ce qui est extrêmement puissant, hein, c'est la motivation intrinsèque, c'est j'ai envie de le faire, j'ai du plaisir à le faire. Donc l'individu ici, il est vraiment motivé par le plaisir à travailler et le besoin de s'améliorer. Donc ce qui est intéressant quand on regarde ça, c'est qu'on se dit finalement, qu'est-ce qu'on en apprend de cette théorie? Et de cette théorie, Deci et Ryan ont dit plusieurs choses. La première chose, c'est que les individus cherchent à satisfaire trois types fondamentaux de besoins psychologiques. Le premier, c'est les besoins de compétences. Le deuxième, les besoins d'autonomie. Le troisième, les besoins d'affiliation, donc de relation à autrui. Donc ça, c'est les besoins fondamentaux que chaque individu recherche. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'un individu va s'engager de façon volontaire et spontanée dans une activité en raison de l'intérêt et du plaisir qu'il trouve à effectuer celle-ci. Donc, ça nous donne quand même des pistes intéressantes pour dire finalement comment motiver quelqu'un au travail. Ben, c'est peut-être aussi comprendre ce qui est important pour lui, ce qui l'intéresse et trouver des tâches qui correspondent à ses intérêts. Le troisième point, c'est que la motivation intrinsèque ne s'oppose pas à la motivation extrinsèque. C'est-à-dire que voilà, c'est finalement quelque chose d'hybride, hein, la motivation. Mais c'est vrai que cette motivation intrinsèque, elle est quand même importante. C'est vraiment ce qui est certainement le moteur principal. Mais on voit bien que quel que soit le type de motivation, hein, motivation intrinsèque, et puis donc, quand on est sur le champ de la motivation, hein, ça fluctue aussi en fonction du degré d'autodétermination de la personne et puis également du sentiment de compétence. Et là, c'est intéressant parce que ça nous donne un regard sur, finalement, on peut être motivé pour faire une certaine activité et pas motivé pour faire une autre, en fonction aussi de son sentiment de compétence. Et le dernier point qui me paraît important de souligner par rapport à cette théorie, c'est que ce modèle fait émerger en fait des modalités très très pratiques pour entretenir une motivation intrinsèque chez les personnes. Alors des motivations qui peuvent être des pratiques d'empowerment, de travail en équipe, d'autonomie accrue, d'élargissement des tâches et de polyvalence. Donc voilà un regard différent, un modèle de différence sur la motivation. Et je vais terminer par le dernier qui nous a paru intéressant, qui apporte encore quelque chose de nouveau. C'est la théorie de l'équité d'Adams, où là, en fait, l'idée, c'est que un individu va calculer, en fait, finalement, un équilibre entre ce qu'on lui donne et ce qu'il reçoit, ce qu'il donne, pardon, et ce qu'il reçoit. Donc, c'est vraiment un équilibre entre contribution, rétribution. Et en fait, pour regarder si cet équilibre est bon, il va le faire à deux niveaux, par rapport à lui-même et par rapport aux autres. Et ça, c'est un point qui est important parce que finalement, qu'est-ce que ce modèle nous dit? Il nous dit que pour être motivé, en fait, les individus doivent vraiment sentir que déjà, la récompense qu'ils reçoivent pour leur contribution est juste pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un bon équilibre, mais également juste par rapport aux autres. Donc, il y a aussi la comparaison par rapport à l'extérieur. Je donne un exemple, une personne, par exemple, qui estime qu'au regard du travail qu'elle fait dans l'entreprise, sa rétribution n'est pas à la hauteur, elle va regarder à l'extérieur peut-être de l'entreprise de ce qui se fait et peut-être que la personne va avoir des velléités à quitter cette entreprise pour retrouver un équilibre. Donc ça renvoie au fait que chaque personne va essayer de retrouver un équilibre et retrouver un équilibre, soit elle peut retrouver son équilibre avec des solutions en interne dans l'entreprise, soit parfois des solutions qui sont extérieures à l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Donc, quand on regarde en fait ces enseignements, c'est que cette théorie de l'équité d'Adams, elle introduit vraiment l'idée de comparaison. Et que pour être motivé, un individu a besoin de plusieurs choses, se sentir respecté, jugé à sa juste valeur, et que cet individu, en fait, ce qu'il met dans rétribution aussi, c'est très personnel. Hein, c'est vraiment, ça dépend en grande partie de ce qui est important pour lui. Et donc, il est important, quand on est par exemple responsable d'une équipe, de bien comprendre dans cet équilibre très personnel qui se joue ce que chaque membre de l'équipe attend et va mettre en termes de rétribution.
Donc voilà pour ce dernier modèle qu'on voulait vous présenter. Et maintenant, je vais laisser la parole à Ariel, qui va en fait présenter différents éléments de conclusion par rapport à cette théorie. Alors, pour revenir à ce qu'on peut dire de ces 4 exemples de théories qu'on vous a donnés, c'est de se dire que la motivation, elle est multifactorielle. Ça, c'est vraiment important, c'est de se dire qu'il y a plein d'éléments qui font qu'en fait, on est motivé ou qu'on a perdu un peu son moteur interne et d'envie professionnelle. Deuxième point, comme vous voyez, on n'est pas motivé dans l'absolu, mais on est motivé par quelque chose ou par quelqu'un. On a envie de travailler pour quelqu'un, on a envie de faire quelque chose qui nous pousse, en fait. On n'est pas motivé en soi. On le voit aussi qu'en fonction de ce que l'on est, de son histoire, de son expérience aussi, de son éducation et de ses valeurs, eh ben, les motivations, elles sont personnelles. De la même façon, la motivation, elle est instable dans le temps, c'est-à-dire que je fais quelque chose que j'ai toujours adoré, puis tout d'un coup, j'ai de l'usure, j'ai de la fatigue, et je peux aussi tout d'un coup avoir d'autres choses qui m'animent, et que la motivation, elle peut être fluctuante. On voit bien, comme on a pu le dire Jean-Marc et moi, c'est que la motivation, elle est par rapport à quelque chose qui nous arrive, en fonction du contexte, et qu'effectivement, on peut agir sur le contexte, mais on ne peut pas agir, même si on ne peut pas agir directement sur l'individu. Alors, on a voulu vous donner une définition qui nous a semblé intéressante là, de Pinter, et que le niveau de motivation peut être soit fort, soit faible, variant à la fois entre les individus à des moments déterminés et chez une même personne à différents moments et selon les circonstances. Et ce qu'on voulait vous dire pour tout ça, c'est de se dire que la motivation est un état qui se cultive. C'est un peu ce qu'on souhaite faire. Alors, avant de continuer, on souhaiterait vous faire un petit sondage. Et vous, quelles sont vos motivations? Alors, on vous propose, en fait, à partir de ces 5 motivations clés, que vous en choisissiez une. Je sais que ça va être un peu compliqué, mais il va falloir choisir. Et donc, quelle motivation aujourd'hui qu'est-ce qui vous stimule? Est-ce que c'est vos valeurs? Est-ce que c'est vous sentir utile? Est-ce que c'est avoir du sens? Ou faire ce que vous avez envie de faire? Donc, c'est Catherine qui va vous lancer le sondage. Voilà, je pense que vous pouvez répondre. Donc, vous choisissez une réponse. Et puis, on va regarder le résultat dès que vous aurez terminé. Donc, nous, on n'a pas le droit de voter, comme vous pouvez voir. Alors, vous êtes 50% à avoir voté. On attend encore quelques instants pour partager les résultats. Allez, encore quelques secondes. Vous êtes 80% à vous être prononcé. Je vous laisse un peu réfléchir. Voilà, on va pouvoir partager les résultats et les commenter ensemble. Alors, vous voyez comme c'est intéressant parce que il y a une répartition qui est vraiment intéressante. Donc, l'idée, là, comme vous pouvez voir, être stimulé intellectuellement 24%, être en accord avec vos valeurs 17%, de vous sentir utile 17%, a du sens, qui sert à quelque chose 31%, c'est ça qui gagne, on va dire, c'est ce facteur qui est le plus important en majorité. Et puis, de faire ce que vous aimez faire, c'est 10%. Donc, l'idée de ce petit sondage, c'est de voir un peu ce que vous choisissez, puis comment vous vous situez en fait par rapport aux autres répondants, et de voir que aujourd'hui peut-être, et comme je le disais peut-être au niveau de l'introduction, c'est la notion de sens qui est de plus en plus importante, même si on voit que le reste est compte et qu'il y a une répartition intéressante. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Alors, si on peut conclure en fait, et cet exercice en fait, on voulait vous faire un exercice un peu concret pour appuyer notre discours et se dire qu'on est tous différents du point de vue de la motivation.
Donc, comme vous voyez, ces petits bonhommes, ils sont tous différents. Ils sont différents à l'extérieur, mais aussi ils sont différents en intérieur. Voilà, on est tous uniques par rapport à la motivation. Et toute l'idée, c'est que, et c'est la difficulté des entreprises, des managers, c'est de se dire, apporter des choses pour tout le monde pareil, et on peut tomber à côté. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cet état motivationnel dans l'entreprise? Comme on le disait tout à l'heure, ça se cultive. Il y a 3 niveaux de responsabilité. Je vous rassure, il n'y a pas que les managers qui sont responsables de la motivation. Il y a d'une part les entreprises, et on l'a vu, ce qui est important, c'est de donner de la responsabilité sur les visions, sur les ressources, sur les moyens qui sont donnés, et puis sur tous les outils qui peuvent aider les personnes à aussi trouver du sens. Et donner de la vision, ça donne du sens. Donner les moyens, ça donne aussi, est-ce que j'ai les moyens de réussir? Dans ce cas-là, je suis motivée. Donc ça, c'est un peu le rôle de l'entreprise et des RH, compris dans l'entreprise et la direction. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on est co-responsable de sa motivation. Chaque collaborateur, il peut agir sur sa motivation en se posant ces bonnes questions. Qu'est-ce qui me motive et comment je transmets cette information à mon manager? Et puis, toujours le manager, ce sacré manager qui porte sur les épaules beaucoup de choses, il est bien sûr responsable du renforcement de la motivation de son équipe et de chaque collaborateur. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qu'on voulait vous montrer par ce schéma, c'est qu'il y a une co-responsabilité sur la motivation, l'entreprise, le collaborateur et le manager. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on veut aller un peu plus dans le détail sur les leviers de ces trois facteurs, 3 personnes ou entreprises qui peuvent être importantes pour développer la motivation. Alors, les leviers de l'entreprise, quels sont-elles? Alors, la première chose, c'est effectivement renforcer les compétences, c'est-à-dire à la fois comment j'arrive à développer, comment j'arrive à montrer, comment j'arrive à faire en sorte que mes salariés ou agents, je pense aussi à nos amis du service public, puissent continuer à progresser, soit en termes de management, soit en termes de métier. Donc ça, c'est important, c'est la responsabilité de l'entreprise de développer les compétences de ses collaborateurs. Comme je le disais tout à l'heure, c'est leur donner les moyens d'exercer leur métier. Est-ce qu'ils ont les bonnes ressources? Est-ce qu'ils ont les bons moyens? Est-ce qu'ils ont les bons outils pour pouvoir travailler d'une façon sereine? Et puis, nous avons aujourd'hui des accords d'entreprise qui va permettre aussi de donner un certain nombre d'éléments et de motivation. Comme on a pu voir, comme le télétravail est un facteur de motivation, les personnes se sentaient un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Alors, il ne faut pas en abuser. On a pu voir qu'il y a des personnes qui étaient en difficulté. Mais avec les accords d'entreprise, ça a permis aussi de poser les choses. Évidemment, nous, on est très... on trouve que c'est très important, tout ce qui est égalité professionnelle, diversité, handicap, et que c'est des éléments qui sont importants aussi par rapport aux entreprises. La QVT, nous sommes aujourd'hui des dignes, j'espère, représentants de la QVT. Et puis la RSE, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les valeurs sociales, l'environnement et l'éthique a une importance pour l'attractivité des entreprises. Et c'est des questions que se posent particulièrement les jeunes, mais je dirais un peu tout le monde aujourd'hui, sur comment l'entreprise est aussi citoyenne dans son organisation et dans sa politique. Ça, ce sont les leviers de l'entreprise. Après, les leviers des collaborateurs. Oui, puisqu'on parlait de co-responsabilité des collaborateurs. Alors, la première chose, c'est prendre conscience de ce qui est important pour soi. Oui, si je me pose, il faut que je me pose la question. Il faut que je travaille un peu sur moi-même en me disant, mais de quoi j'ai besoin? Quelles sont mes attentes, pour le dire différemment? Comme on disait tout à l'heure, il y a la théorie des attentes et des besoins. Et donc, toute l'idée, c'est de se dire, est-ce que ce qui est important pour moi, est-ce que le travail peut y répondre? Et si le travail ne peut pas y répondre, est-ce que j'ai d'autres lieux pour pouvoir avoir ces leviers de motivation? L'exemple de se sentir utile, dont on a vu tout à l'heure, et a une importance pour un certain nombre d'entre vous. Le travail peut y répondre, mais je peux trouver des moyens de motivation en dehors de ce travail.
La responsabilité du collaborateur, c'est d'alerter. Pour moi, c'est vraiment important. À chacun à son niveau peut alerter, de dire attention, ça ne va pas, attention, il faut aller dans quelque chose qui permette de me motiver. Donc, il faut le dire à son manager, il faut oser, et puis aussi le dire au RH. Et puis le troisième point, alors on en parle depuis des années, hein, être acteur de sa vie professionnelle, ben oui, on est responsable de ce qu'on fait. On sait bien qu'à partir d'une fiche de poste, on peut faire plein de choses. Donc c'est comment je fais mon poste, comment je l'organise et comment je peux m'épanouir dans mon poste, chacun à mon niveau. Et puis là aussi, quand on est acteur de sa vie professionnelle, ben, comment je prends en main mon chemin professionnel et mon parcours professionnel. Alors, les leviers des managers. Alors, que peuvent faire donc ces managers qui peuvent être très démunis quand ils ont une équipe ou des personnes qui sont désengagées, démotivées? Alors, on a trouvé plein d'idées pour aider les managers. Alors, la première chose, c'est comprendre et aider. D'accord, comprendre pour soi, moi, manager, qu'est-ce qui fait que je suis motivé? Et ne pas faire du transfert par rapport à mon équipe. C'est-à-dire se dire, ben, les autres, ils peuvent avoir des facteurs de motivation qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Et il faut que j'y fasse attention. Donc, considérer qu'on est tous différents. Et puis, se dire qu'il faut, comme on est tous différents, comme on a pu le voir, ben, les leviers de motivation, ben, il va falloir agir de façon différenciée, de façon spécifique. Pour ça, il faut aussi écouter les signaux faibles. Comment se rendre compte qu'il y a des personnes, quand elles commencent à râler, qu'elles en font de moins en moins, qu'elles ne souhaitent pas retourner au bureau, qu'elles se trouvent des excuses pour se dire ben non, c'est pas possible, etc. Et puis qui finissent par s'absenter et de se dire attention, démotivation. Donc il faut savoir écouter, avoir l'œil ouvert et de regarder ce qui peut être ce qu'on appelle la cascade du désengagement. Et tout doucement, en fait, on s'aperçoit, avant que l'absentéisme arrive, qu'il y a tout un tas de moyens enfin, de repérer qu'il y a une démotivation et un désengagement au sein de sa structure. Alors, là aussi, en termes de management, c'est de se dire qu'il faut être différencié sur façon de manager. Là, on vous a donné l'exemple du management situationnel entre le management directif jusqu'à la délégation. En fonction de mon besoin d'autonomie, ben, je vais être plutôt apprécié un management directif ou plutôt délégatif. Qu'il faut co-construire ensemble des objectifs différenciés et de façon équitable pour revenir à une des théories qu'a présenté Jean-Marc tout à l'heure. Et puis, ce qu'on reproche quelquefois aux managers, c'est quand les gens sont très compétents, quand ils sont à l'aise dans leur poste et qu'on a envie de les garder, ben, toute l'idée, c'est au contraire aider les collaborateurs à évoluer. Alors, la reconnaissance. On voit bien que dans toutes les enquêtes que nous pouvons faire, que ce soit des enquêtes quantitatives ou qualitatives, la notion de reconnaissance apparaît toujours en premier. Et donc, toute l'idée, c'est de se dire, attention, il faut qu'on ait plus l'habitude de donner de la reconnaissance par des feedbacks. Donc, des reconnaissances de l'individu à l'individu en tant qu'individu, en tant que son investissement, son effort, et puis, évidemment, sur ses résultats. Ça donne du sens à l'action, ça donne une relation de confiance, ça place chacun dans son rôle et ce sentiment d'utilité. Hein, je sers à quelque chose dans ma communauté et ça renforce ce sentiment d'appartenance à l'équipe et à l'entreprise. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est une méthode que Jean-Marc va vous proposer à partir de Motiva Teams. Donc, je lui donne la parole. Oui, je reprends la main et effectivement, on a vu les théories, on a vu finalement les différents leviers qui sont individuels, entreprises, managers. Et maintenant, on va se dire comment on fait? Comment on fait? On vous propose une démarche de co-construction de la situation motivationnelle d'une équipe qui va s'appuyer en fait avant tout sur deux choses. D'abord, un questionnaire individuel. Et là, on utilise un outil qui s'appelle Motiva, qui est diffusé par Pearson Talent Lens, un outil qui permet, on va le voir, je vous donnerai quelques exemples, d'évaluer en fait ce qui est important pour la personne et son niveau de satisfaction par rapport à ce qui est important pour elle. La deuxième chose, c'est un travail en groupe où là, il est possible de justement parler de la motivation. Et la motivation n'est pas tabou.
et de voir individuellement et collectivement qu'est-ce qu'il est possible de faire pour améliorer la satisfaction. Et ça débouche bien évidemment sur un plan d'action. Donc, très concrètement, Motiva, c'est un questionnaire qui se passe en ligne avec des questions toutes simples, hein, où là, par exemple, je donnais 2 exemples, un par rapport aux collègues, à quel point il est important pour vous de travailler avec des collègues qui acceptent les erreurs de l'autre lorsqu'elle prend des risques de faire les choses autrement. Est-ce que c'est pas important, peu important, important, très important? Je ne sais pas. Et à chaque fois, la personne va se positionner sur ces 5 niveaux. Donc, il y a un ensemble de questions comme ça qui sont posées. Ça va finalement aller questionner une centaine de motivations. Et le temps de passation, il est de 10 à 15 minutes suivant les personnes. Donc, vraiment, c'est un outil simple, un outil rapide qui, après, en fait, permet d'avoir 2 choses. Ça permet d'avoir pour la personne, d'avoir finalement en fait, son tableau un peu de satisfaction motivationnelle et ça va lui montrer finalement les motivations ou les leviers de motivation importants pour elle. Donc, par exemple, sur le métier, si on regarde cette fiche, sur le métier, c'est manager d'autres personnes, travailler à l'étranger, développer un niveau d'expert. Mais au-delà d'identifier ces motivations clés, c'est vraiment de voir en quoi aujourd'hui elle est satisfaite ou pas. Et là, on voit que pour cette personne, concernant le métier, il y a 2 satisfactions clés qui ne sont pas satisfaites. Donc, ça donne vraiment la possibilité après d'agir, d'interagir avec la personne, de comprendre qu'est-ce qu'elle entend par là, qu'est-ce qu'elle souhaiterait, et de voir dans quelle mesure il est possible d'y répondre. Donc, c'est vraiment très concret, très pratique sur le métier, sur l'activité, sur l'entreprise. Voilà, c'est au total une douzaine de motivations clés qui ressortent, sur lesquelles on peut travailler. Ça, c'est au niveau individuel. Et l'outil aussi qui est proposé en ligne, et vous le voyez là sur le menu à gauche, hein, propose à la personne aussi un travail individuel où elle peut chercher à améliorer sa satisfaction motivationnelle avec des pistes, des suggestions et des plans d'action. Mais ce qui nous importe, nous, et c'est ça qu'on va regarder ici, c'est finalement comment agir au niveau d'une équipe. Et là, c'est par exemple le résultat au niveau d'une équipe. On voit qu'au niveau de l'équipe, il y a la première motivation clé, c'est avoir du sens. C'est lié au métier. Il y a 75% des personnes dans l'équipe qui considèrent que c'est très important pour eux. Et là, le niveau de satisfaction est faible, 44%. Donc, on voit bien qu'il se joue quelque chose dans cette équipe par rapport au sens associé au métier. Et donc, ça va être le sujet de travail et discussion lors d'un atelier. Puis le 2e point, par exemple, ici, c'est l'autonomie, où là, c'est très important là, pour les personnes, mais là, le niveau de satisfaction est bon, 73%. Et si on regarde le 3e point, se sentir utile, c'est très important pour les personnes, et là, c'est un peu mitigé. Donc, ça donne déjà des axes sur lesquels on peut travailler. Et la façon dont ils travaillent, c'est on fait un atelier en groupe où on va vraiment aider le manager à travailler avec son équipe sur finalement comment consolider les motivations satisfaites, comment échanger sur les motivations insatisfaites pour trouver des solutions, en fait, co-construire des solutions pour les satisfaire et ainsi définir un plan d'action aussi bien individuel que collectif. Donc ça, c'est très concrètement comment il est possible d'agir. Et souvent, quand même, les gens disent, mais oui, on parle beaucoup ici de motivation, mais l'engagement, c'est essentiel. Et c'est vrai qu'une entreprise, ce qu'elle attend de ses collaborateurs, c'est finalement qu'ils soient engagés. Et on s'est dit, mais quand même, de quoi parle-t-on quand on parle d'engagement? C'est quoi la différence entre motivation et engagement et en quoi finalement travailler sur la motivation permettrait de renforcer l'engagement? Donc, quand on a recherché un petit peu des définitions de l'engagement, on a décidé de vous présenter celle-là où finalement l'engagement, c'est 3 choses. La première chose, c'est la fierté d'appartenance. En fait, comment finalement je m'identifie à l'entreprise pour laquelle je travaille. Ces valeurs, je suis fier d'y travailler, je peux le recommander à des collègues. La deuxième chose, c'est l'attachement à l'équipe. Finalement, quel attachement j'ai vis-à-vis, bien sûr, de mon manager. Ça, c'est important. Très souvent, quand je crois qu'il y a un sondage qui montre que 40% des personnes qui quittent leur job sont à cause d'un désaccord avec leur manager. Donc, finalement, ce lien avec le manager est essentiel. Mais aussi avec l'équipe, sur le champ de la solidarité, de la reconnaissance. Et puis, le 3e point, c'est l'énergie pour travailler, c'est finalement l'intérêt pour le poste. J'ai un poste qui m'intéresse, je vais travailler avec entrain, j'ai du plaisir à faire ce qui m'est demandé. Et finalement, l'engagement, c'est le lien affectif entre le collaborateur
collaborateur et son entreprise sur les 3 dimensions que je vous ai présentées. Alors, ce modèle, en fait, il est vraiment inspiré des travaux de Meyer et Allen qui ont travaillé sur cette notion d'engagement. Et donc, quand on regarde motivation-engagement, on voit bien qu'il y a une corrélation entre la satisfaction motivationnelle et l'engagement. C'est-à-dire on ne peut pas être engagé sans être motivé. Ça, et par contre, l'inverse n'est pas vrai. On peut tout à fait être motivé sans être engagé. On peut avoir plaisir à faire une tâche, mais finalement, cette relation que j'ai avec l'entreprise, ben, voilà, je suis un peu détaché de ce qui se joue. Par contre, je suis content de faire ce travail. Et quand on regarde les deux choses, hein, la satisfaction motivationnelle, c'est-à-dire à quel point le collaborateur est satisfait ou non de ce qui est important pour lui au travail, et puis l'engagement, son attachement à l'entreprise, sa fierté d'y travailler, on se dit que finalement, là, il y a un croisement avec des leviers d'action. Et quand le désengagement est présent, quand un collaborateur se sent désengagé, il nous semble plus facile d'améliorer d'abord la satisfaction motivationnelle et en première étape, pour permettre le réengagement de la personne. Donc ça, c'est pour ça qu'il nous paraît utile et très opérationnel de travailler sur ce champ de la motivation, la satisfaction motivationnelle pour favoriser l'engagement. Alors, pour terminer, et si vous souhaitez aller plus loin par rapport à ce qu'on vous a présenté ce matin, on a quelques choses, quelques différentes options à vous proposer. Alors, la première chose, puisque comme vous avez pu voir, il est tout à fait possible, et ce qui peut être intéressant, c'est vraiment une démarche collective d'un manager avec son équipe, par exemple, et à partir d'un atelier qu'on appelle Agir sur la motivation. Le diagnostic motivationnel dont Jean-Marc vous a parlé, et puis la co-construction d'actions concrètes. La deuxième chose qui est un peu différente, c'est plutôt de la sensibilisation aux fondamentaux de la motivation. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a les cafés managers. Alors, nous avons aujourd'hui beaucoup de cafés managers qui sont des groupes d'échange de pratiques de managers qui se réunissent et à partir de données de précision qu'on pourrait apporter sur la motivation, les faire réfléchir entre eux sur comment eux-mêmes agissent auprès de leurs équipes. La deuxième chose qu'on propose, c'est des webinaires tels qu'on vous l'a proposé aujourd'hui, orientés au niveau de tous les salariés, puisqu'on est tous co-responsables de sa propre motivation. Et puis des formations sur le leadership motivationnel et comment on peut aider là aussi les managers à prendre en main en fait ce sujet. À partir de cette démarche collective, on peut aussi réfléchir à un autre type de démarche qui est la démarche individuelle. Là, on peut aussi aider les managers sur ce coaching particulier pour l'aider auprès de son équipe à devenir plus leader et plus attentif à la motivation de son équipe. Et puis, dernier point, c'est un accompagnement individuel. Si vous avez des personnes, si vous-même vous vous sentez désengagé, démotivé, ben, vous accompagner à mieux percevoir quels sont vos besoins, quels sont vos moteurs, pouvoir rebondir et redémarrer et vous redonner de l'énergie. Voilà ce que nous vous proposons pour terminer en fait ce webinaire. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Et on peut vous répondre à quelques questions si vous en avez, avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup Ariel et Jean-Marc pour cette présentation particulièrement éclairante sur la motivation au travail. Donc on a effectivement quelques questions, notamment pour revenir sur les statistiques ayant été présentées en introduction et notamment sur le baromètre de l'absentéisme 2021, à travers lequel on mettait en exergue que 45% avaient émis le souhait de changer de poste ou d'entreprise. On nous demande si ces statistiques concernent-elles à la fois le secteur public et le secteur privé. Alors, cette enquête, elle est organisée auprès de tout type d'entreprises, des petites, des grandes, privées et publiques. Merci Ariel pour cette précision. On a une question. Pardon. Excuse-moi Catherine, ce baromètre, en fait, il est tout à fait possible que vous alliez le télécharger sur le site d'Eming, s'il vous intéresse. Il est à votre disposition.
Voilà, excuse-moi Catherine, c'était une précision. Pas de souci, tout à fait. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de demandes sur le partage du contenu du webinaire. Vous aurez un lien qui vous permettra de le revisionner si vous le souhaitez en mode replay. Une question sur la motivation intrinsèque également. Alors, si on est motivé par quelque chose ou par quelqu'un uniquement, que veut dire motivation intrinsèque? Alors, la motivation intrinsèque, en fait, elle veut dire plusieurs choses, hein. C'est finalement, c'est dire que l'engagement dans l'activité, dans la tâche, elle vient de l'individu. Et que l'action, en fait, le fait de s'engager est conduit essentiellement et presque uniquement par l'intérêt et le plaisir que la personne va trouver dans cette action. Et sans attendre une récompense externe. C'est-à-dire que c'est, voilà, j'assiste par exemple à une formation parce que j'ai du plaisir à apprendre de nouvelles choses, tout simplement. Ça peut être un exemple, hein. Et ça peut être important, où j'assiste à cette formation et je continue à être présent à cette formation et dure une journée en distanciel, parce que finalement les modalités aussi qui sont proposées en termes d'ateliers, d'interaction me conviennent très bien. J'ai du plaisir, hein, à être assisté à cette formation. Donc voilà, c'est vraiment ça qui me paraît essentiel et différenciant entre intrinsèque et extrinsèque. Merci Jean-Marc pour ces précisions. Une autre question, a-t-on des retours sur notamment la baisse de motivation qui pourrait être due à l'augmentation des tâches administratives et chronophages, et du coup, quel levier on peut avoir par rapport à une telle situation? Alors, on n'a pas d'études aussi fines sur les tâches administratives. Qu'est-ce qui fait que les personnes sont démotivées aujourd'hui ou désengagées? Si c'est sur les tâches administratives, si c'est sur la perte des liens, si c'est trop de télétravail ou pas assez de télétravail, ou on a vu, hein, à la fois des personnes, si je reprends le télétravail, qui ne souhaitaient pas rester chez eux, ou des personnes qui au contraire disaient moi mon métier ne me permet pas d'être en télétravail, et donc cette notion d'équité dont on a parlé tout à l'heure, elle me démotive parce que les autres peuvent. Sur l'administration, du coup je suis un peu décalé ma réponse, hein, j'en suis désolée. Sur les tâches administratives, oui, effectivement, on a de plus en plus de tâches administratives, et je pense que c'est la notion de sens des tâches administratives qui aujourd'hui pose difficulté. Et puis, en complément, peut-être ce que je pourrais dire, quand on regarde le premier modèle qu'on vous a présenté, on est vraiment ça sur des conditions de travail et pas le contenu du travail. Donc, on voit bien que c'est pas source de démotivation, mais c'est source d'insatisfaction plutôt. Et donc, toute l'idée, nous, qu'on essaye de mettre en avant, c'est de dire, nous, on va travailler plutôt sur tout ce qui est source de satisfaction. C'est-à-dire, comment améliorer dans ce qui est important pour la personne, comment faire que la personne soit satisfaite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder le reste, hein, parce que les conditions de travail sont essentielles, mais c'est vrai que ça, c'est parfois des choses qui ne sont pas forcément à la main de la personne ou du manager, hein, qui peuvent être des champs de contraintes qu'il y a dans une entreprise. L'intérêt, le focus qu'on met, c'est plutôt comment aller nourrir, hein, la satisfaction motivationnelle sur ce qui est important pour la personne. Merci. Alors, deux autres questions autour de la problématique des seniors, et notamment comment motiver des personnes proches de la retraite qui ont perdu leur motivation et qui attendent juste une nouvelle phase dans leur vie. Alors, ça nous concerne un petit peu. Non, mais je pense que ce qui est d'important, je ne pense pas que ce soit forcément lié à l'âge. Pas forcément, c'est sûr qu'on l'a vu, hein, d'une période à l'autre ou à un moment de sa vie professionnelle, en fonction de l'âge, mais pas que, finalement, ce qui est important pour la personne est différent. Je pense que c'est le même sujet, c'est de se dire finalement qu'est-ce qui est important pour la personne à ce moment de sa vie, tant au niveau professionnel qu'à l'extérieur du travail. Et il y a des réponses qui peuvent être données au travail, mais des réponses qui peuvent être données à l'extérieur du travail. Moi, par exemple, j'ai utilisé l'outil Motiva au niveau individuel, hein, sur des accompagnements individuels, et j'étais avec des personnes qui exprimaient certains besoins qui ne pouvaient pas être satisfaits au travail, soit parce que l'évolution du métier ne le permettait pas. Et toute l'idée, c'est de se dire que quand on parle de motivation, c'est quelque chose d'assez global, et que sur des motivations clés, on peut trouver aussi des pistes à l'extérieur du travail. Et quand on est mieux, c'est-à-dire quand on est
quand on trouve des sources de satisfaction, même à l'extérieur du travail, voilà, on est mieux au travail. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième, c'est que, vous voyez, la motivation, c'est complexe, c'est très fin, c'est très variable d'une personne à une autre, à un moment de sa vie. Et donc là, il faut rentrer dans le détail. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser avec la personne. Par exemple, nous, on a cet outil Motiva, mais ça peut être d'autres façons de faire. Mais avec Motiva, on peut vraiment voir finalement quels sont les leviers clés qui sont en rouge, quoi. Et puis on discute avec elle et voir ce qu'il est possible de faire. Voilà ce que je pourrais donner comme piste en complément, peut-être, Ariel. Oui. Alors, la difficulté aujourd'hui qu'on peut rencontrer effectivement pour les seniors, c'est la considération que l'entreprise ou les managers ont à leur égard. C'est-à-dire, est-ce qu'on les reconnaît en tant qu'individus? Est-ce qu'on les reconnaît en termes de compétences? Ou au contraire, on commence à dire qu'ils sont un peu out par rapport à la technologie ou autre chose encore. La difficulté effectivement des seniors, c'est comme pour les autres, c'est de se dire en quoi ils ont une valeur, comment on peut valoriser leur valeur. Et c'est ça qui peut être quelquefois compliqué au sein des entreprises et de la compréhension. Et comment on peut donner ce qu'on s'est aperçu en fait avec les seniors, qu'on considère quelquefois plus adaptable, plus difficile, c'est qu'en fait on s'est aperçu que plus on vieillit, moins on a de formation. Et donc en fait globalement on reste sur ses acquis, on ne progresse plus, et du coup, on peut finir par nous trouver effectivement décalés par rapport aux autres. Donc, ça, c'est la responsabilité de l'entreprise par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on n'est plus adaptable parce qu'on n'a pas été formé, parce qu'on n'a pas évolué. Et voilà, donc c'est un cercle qui peut être, qui peut être vicieux, on va dire, si on n'y fait pas attention. Et peut-être juste en complément, on peut penser, on a d'ailleurs un stéréotype, hein, les seniors ne sont pas motivés, et ça dépend vraiment beaucoup des personnes, de ce qu'ils leur est proposé. Et l'idée, c'est vraiment de recréer un dialogue autour de ce sujet-là. Voilà, par exemple, Motiva permet d'objectiver les choses et puis de permettre ce dialogue. Hein, les outils permettent aussi de créer une intermédiation et un dialogue, donc c'est vraiment l'objectif. Alors, d'une question sous-jacente, toujours sur cette même thématique. Donc, s'il y a bien une approche globale, est-ce qu'il existe tout de même des spécificités pour les populations seniors en ce qui concerne la motivation? Je suis toujours embêté avec cette question. Est-ce qu'il y a une spécificité pour les personnes seniors? Moi, je peux peut-être répondre. En fait, l'idée, c'est de se dire quel est le sens de mon travail en fonction aussi de mon état de vie, mon point de vie. C'est vrai que quand j'ai une trentaine d'années, je me pose la question de est-ce que je veux manager, est-ce que je veux devenir un expert. Quand j'ai une quarantaine d'années, je me pose la question de mon milieu de vie personnel et professionnel. Voilà, quel est mon bilan, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et dans le milieu de vie, souvent, les gens qui ont une quarantaine d'années, bon, c'est de la caricature évidemment, souvent refont des études, se réorientent, etc. Et puis quand on est plutôt, on va dire, comme deuxième partie de carrière, la question c'est plutôt aussi, c'est qu'est-ce que je laisse comme trace et en quoi je vais être fière quand je vais partir. C'est-à-dire, c'est de se dire qu'est-ce qui a fait que je vais sortir fière de mon activité professionnelle. Et c'est ça qu'il faut valoriser et donner, pour donner envie, c'est de prendre conscience qu'on a réussi plein de choses et ça remotive. C'est-à-dire que vraiment travailler sur les projets réussis, sur ce qu'on a réussi à transmettre, ce qui est important pour les uns et les autres qui peuvent être différents, mais toute l'idée c'est ça, c'est de se valoriser et d'être fier de son travail pour pouvoir partir tranquillement. Et peut-être en complément, si on rebondit avec ce qu'on vous a dit, et notre conviction, c'est que chaque personne est différente en termes de motivation. Et donc, on ne peut pas dire les seniors. Voilà. On dit, voilà, c'est pas ça le sujet. C'est l'individu, et l'individu, il a une période de sa vie, mais entre un senior et un autre, les choses se jouent différemment. Donc, c'est vraiment rentrer dans cette finesse, peut-être au niveau individuel, pour pouvoir trouver des pistes avec la personne. Merci Ariel, merci Jean-Marc. Alors nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation, pour vos commentaires, pour vos questions posées. Donc vous aurez dans quelques minutes un questionnaire de satisfaction
Donc, merci de prendre quelques minutes pour le compléter et pour nous donner votre feedback. Et puis, je vous remercie aussi infiniment Jean-Marc et Ariel. Merci à vous. Et nous vous souhaitons une bonne continuation et une très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une dernière slide. Vous avez laissé